Bonsoir à tous, merci d'être venus encore si nombreux ce soir. Donc ce soir on a Jean-Stéphane Betchen et puis Jex qui nous ont... petit Larsen, qui vont nous présenter la série Les Minus fabriquée à Miam Productions. Donc c'est une série, je ne sais pas si on m'entend bien, il y a un petit... pas très agréable. Du coup, c'est une série qui est fabriquée sur Unreal Engine en partie. Ils vont vous expliquer un petit peu tout ça. Je remercie encore une fois Lenovo parce qu'en fait Lenovo est un partenaire de Level Up et qui nous permet de faire en fait ces démos-là et on essaye aussi de faire des démos live comme on essaye de temps en temps, voilà. Sinon, je vais laisser la parole à Jean-Stéphane et je vous souhaite une belle conférence. Bonsoir à tous. Donc on est ravis de vous présenter la série Les Minus, produite et distribuée par Miam, avec ses partenaires. Première diffusion samedi, donc on est tout frais, on est dans les clous. Et avant de vous parler de quoi que ce soit, on va vous montrer de quoi il s'agit avec le trailer. Alors je ne sais pas si on a du son, Kevin. Quelque chose! Ce milieu a échoué mon beau navire! Il faut sauver Virgilier! Titus, t'as le temps de construire quelque chose? Donc une série, comme disait Kevin, réalisée sur un moteur temps réel, Unreal Engine. Donc Miam est connu pour Edmond et Lucie, qui avait été fabriqué sous Unity à l'époque, et qui continue d'ailleurs d'être fabriqué sous Unity. Et donc il y a déjà l'expérience du temps réel. Donc pourquoi le temps réel? L'intérêt, c'est qu'on s'attarde davantage sur l'image plutôt que sur tout le côté hardware, tout le côté rendu, toutes les infrastructures, les fermes de rendu, parce qu'on a tous les anciens pipes. On est là sur une série de 52 épisodes de 11 minutes. Donc ça représente 900 000 images à calculer, environ une grosse dizaine d'heures, entre 10, plutôt 11 heures de 10 heures de film non-stop, si on met toutes les images bout à bout. Donc ça représente un calcul assez colossal. Donc c'est fabriqué sans compositing. On sort directement les d'Unreal. On va y plus longtemps sur le rendu, mais grosso modo, on est à 25 images par seconde sur tout ce qui est les mouvements de cam, tout ce qui est la fluidité de l'image, et des animations à 12 images par seconde. Je vous laisse imaginer aussi tous les problèmes techniques qui peuvent en résulter. C'est à savoir... Attends, vas-y, tu regardes. Donc, pardon, tous les soucis que ça a pu entraîner, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau du rendu, c'est des challenges. C'est une grosse aventure. Mais malgré tout, on a pu, après beaucoup de sueur, dépasser quelques obstacles. Et on va avancer davantage. Donc je vais me présenter rapidement. Je fais de la 3D depuis une vingtaine d'années. La 3D est un prétexte à avoir touché un peu à tout. Donc j'ai fait de la communication, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait pas mal de choses différentes. Du patrimoine, de l'aéronautique. En fait, la 3D est un prétexte à vraiment vivre plein d'aventures. Là, plus récemment, justement, de la série d'animation et de la virtuelle production. J'ai monté ma société il y a 4 ans maintenant, Paintover, et je suis intervenu sur les Minus
il y a 3 ans, donc du look dev jusqu'au final avec l'équipe de Miam. Et voilà, franchement, une super aventure. C'est vraiment un gros projet qui aboutit là. Et on va entrer un peu dans le vif du sujet. Alors, le pipe des Minus, on est sur du rendu donc réaliste, PBR. Donc PBR, c'est quoi pour ceux qui connaissent? C'est Physically Based Rendering Material. Donc c'est quoi? C'est le pipe classique Unreal, Lumen, Nanite. On a, donc, comme je vous disais, on est à 25 FPS pour le film. Quand je suis arrivé sur le projet, on calculait une image en 2 minutes. C'était en pass tracing. On a ensuite essuyé les plâtres de Lumen. On était sur Unreal 4.27. On est passé à 5. Donc c'était très chouette parce que ça allait super vite, sauf que Lumen était prévu pour le temps réel, le vrai temps réel, le jeu vidéo. Et on a sorti les premières images sur Lumen. Je ne sais pas si j'ai jamais vu un projet avec autant de CIVAR en fait au moment du rendu, dans la mesure où tout ce qui aujourd'hui tombe sous le sens rendu Lumen, à l'époque, il fallait le préciser, il fallait lui expliquer à Lumen. Après, le projet, lui, depuis, a été rendu sous Unreal 5.3. Et alors, c'est intéressant aussi, c'est tout ce qu'on a dû retirer comme information qui allait de soi dans la 5.3, mais dans la version Unreal 5.0, il comprenait, voilà, il fallait tout préciser. Et c'est intéressant parce qu'il y avait ce côté un petit peu, aller chercher des licornes, quoi, parce qu'on trouvait vraiment des choses qui rendaient le projet possible. Donc ça, c'était vraiment le côté cool de la... Donc comme je vous disais, matériaux PBR, donc pour ceux qui sont un peu moins familiers, PBR, c'est Physically Based Rendering. Donc physiquement juste, entre guillemets, ça veut dire quoi? On a une couche de diffuse, de couleurs, on a une couche de normal map, on a une couche de roughness et metalness. Après, ça change un peu dans l'ordre, mais grosso modo, ça ressemble à ça en général. Et au départ, on avait fait le choix de partir sur plusieurs master matériaux. Et au final, on s'est retrouvé avec un matériau pour les contrôler tous, qui a servi ensuite pour faire une instance. Et cette instance a servi de base pour faire plusieurs instances de profils et de presets pour des matériaux d'opacité qui contiennent des propriétés d'opacité, une ampoule, du verre, des choses comme ça, des matériaux avec ou sans SSS, et d'images qui animaient les yeux, dont je parlais tout à l'heure. Donc on avait donc le squelette qui animait le visage, les morph targets qui le déformaient. Je suis sous l'œil attentif de Jex qui va me reprendre. J'aurais dit que des bêtises, en fait. Je sais bien ça. Et au final, donc, cette animation 2D sur les yeux. Les séries d'images qui servaient à l'animation 2D venaient au départ de plans précalculés par Jungler. Donc c'est le studio Jungler, hein, j'en profite, qui s'occupait de l'animation. Ils ont fait le layout et l'animation. Et donc Jungler nous envoyait des batchs d'images qui étaient en fait l'animation des yeux, paupières, cils, etc., avec les caches qui allaient bien. Et ces séries d'images étaient reprojetées sur le visage de manière à permettre l'animation des yeux. Donc ça fonctionnait bien, mais ça a nécessité d'importer des paquets d'images qui avaient un certain poids, c'était assez lourd en production. Et Jex me dit, est-ce qu'il y a moyen de faire tout à la volée? Bon, pour ceux qui connaissent, évidemment, on pense directement au render target. On va essayer de filmer tout ça dans Unreal et d'embarquer tout le studio pour fabriquer ces bouts d'yeux, de paupières, ces animations de plans qui se chevauchent les uns les autres. On va tous les embarquer dans Unreal. Et pour ça, c'était déjà le cas quand ils calculaient les images, mais tranquille. On reprend un vieux concept, bien connu de vous tous.
pour la plupart, je pense, qui est en fait la multiplane. Donc le concept est assez simple. Vous avez une caméra qui n'a pas de perspective et qui va filmer des plans successifs avec leur cache. Et d'une image à l'autre, il y a une animation des volumes qui va avoir lieu. Vous verrez un peu après en image, parce que c'est un petit peu abstrait peut-être ce dont je vous parle jusqu'ici, mais vous verrez après en image un exemple concret. Mais vous avez des volumes animés et les caches qui correspondent aux paupières, aux yeux et autres. Et le tout est filmé par une caméra, et c'est exactement ce qu'on fait sous Unreal, sans perspective, qui nous crée à partir de là une texture. Donc on avait ça c'est la multiplane, elle a été créée en 1933 pour les studios Disney. Et c'est comme ça qu'on donnait de la profondeur, des effets de glissement, de parallaxe au dessin animé. Ça a été une révolution, quoi. Visuellement, ils en ont pris plein. On en a pris plein les yeux. Ils ont vraiment repoussé les limites. Et ce principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on utilise des layers, des calques, pour filmer des choses qui sont premier plan, arrière-plan, et des jeux de cache entre les différents objets. Voilà concrètement de quoi il s'agit. Ça, c'était la V1. La V1, on était encore en look dev. On a à gauche les masques qui permettent de dévoiler tel ou tel plan dans le sens tel ou tel calque. À droite, synchro, on a la couleur. Là, on est en temps réel. Le tout est calculé sur une render target, vers une render target. D'ailleurs, 2 render targets, parce qu'au départ, on avait un masque et la couleur. Une render target faisait office de masque. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous regardez, c'était un proto d'Oli. Je pense que vous ne la verrez pas beaucoup comme ça, Oli, parce que c'est vraiment un proto de proto. Vous voyez les cils, quand ils sont fermés, il fallait que les sourcils soient masqués, ou bien les cils ouverts soient masqués. Et inversement, lorsqu'elle ouvrait les yeux, bien entendu, il fallait masquer les cils fermés horizontaux. Mais bon, en tout cas, le principe était là. C'était intéressant. Et sur le papier, déjà, ça fonctionnait. Puis même en pratique. Et puis après, on s'est dit, OK, pourquoi pas, sauf qu'on va avoir... bon, là, on est déjà... chaque render target pèse 4K pour qu'on soit sûr du résultat. Et on allait avoir des personnages, peut-être une dizaine dans la scène, et qu'il fallait trouver une solution pour que ce soit déjà qu'on ne sature pas la mémoire, qu'on soit sûr que ça aille jusqu'au rendu. On sentait qu'il fallait que ce soit plus léger. Donc on a simplifié le process. Encore une fois, on a réutilisé un autre principe bien connu, qui est le keying, où on obtient au final le fond vert, juste les yeux, et c'est le tout qui est composité sur le visage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que dès l'instant où on avait la possibilité de faire du keying, on avait la possibilité d'aller extraire quel fond vert, parce que c'était beaucoup plus simple, et là, ça faisait un bon détourage nickel. Mais en affinant un peu, bon là c'était plutôt du travail sur le master shader, sur le master matériaux, on avait la possibilité d'aller chercher des couleurs qui n'étaient pas que le vert. Du coup, quand on avait des images comme ça, c'est des aplats de couleurs. On avait la possibilité d'aller chercher des couleurs qui étaient un peu plus fines et d'aller extraire l'iris, la pupille, les cils, les sourcils, etc. Et on s'est dit, bah, autant essayer de réexploiter ces passes en couleurs, mais pas que. Du coup, on avait la possibilité d'aller réutiliser chacune de ces couches en couleur ou bien normale ou bien roughness. Après l'utilisation d'un certain normal from height map, que vous connaissez peut-être, on peut récupérer des niveaux de gris et les réutiliser. Ou bien la roughness, pareil, réinterpréter la roughness, enfin la couleur qu'on extrait, comme on veut au final. Le tout, il faut que ce soit juste prévu dans le master matériaux. Et on peut modifier, par conséquent, la brillance. Parce que c'est évident que si tous les personnages avaient que de la couleur et gardaient le même spécu au niveau des yeux, parfois on perdait l'expression. Ou bien ça pouvait être un choix, c'est-à-dire qu'on gardait l'aspect bois, typiquement, il y a certains personnages où on garde quand même le matériau, et ça n'affecte que la couleur
et pas forcément davantage. Donc en tout cas, on a la main. Et à partir de là, on avait vraiment le petit studio qui va bien de compositing dans le matériau. En pratique, ça donne quoi? Alors, c'est pas une bonne idée de mettre deux vidéos côte à côte parce que bon, on va se focaliser sur la première. Voilà, ça c'est dit. Si vous regardez, voilà, hop, le spécu de Titus a sauté, c'est-à-dire qu'on l'a retiré. Donc déjà, on a une lisibilité des yeux qui est plus propre. Si vous regardez les sourcils quand il ferme les yeux, pareil. Les sourcils, on n'a plus de spécu. Si vous regardez maintenant, on va passer à droite. Regardez, un test. Là, on a la possibilité de jouer avec le normal. Donc, selon ce dont on décide, on a la possibilité de donner un petit peu de relief aux yeux. Ou bien, et je ne sais pas si vous l'avez vu juste avant, on avait la possibilité aussi de donner, bon après, on peut partir dans des délires, mais vous voyez le principe, quoi. Vous voyez l'idée, ça ne sert à rien d'épiloguer. On a vraiment la main sur la couleur, la roughness, et puis le léger relief qu'on peut maîtriser sur le personnage. Et le tout à partir d'une seule render target par personnage. Et c'est là que ça devient quand même intéressant, c'est qu'il fallait maintenant s'assurer que même si on avait simplifié le process, tout ce petit travail de compositing, mine de rien, ça a un coût GPU. Et il fallait s'assurer qu'avec une dizaine de personnages dans la scène, je t'en prie, avec une dizaine de personnages dans la scène, il fallait s'assurer que tout marche bien, à la fois en temps réel pour travailler l'ADA, que ce soit le lighting, enfin toute la dimension artistique avec les personnages, qu'au rendu. Et c'est là que vient... Alors, juste encore une petite parenthèse pour vous montrer comment le spécu est bien cassé. Donc voilà. Alors eux, ils ont la particularité d'avoir eu aussi la bouche, par exemple. Quand je vous disais que c'était vraiment selon la typologie de personnage, c'est qu'ils ont la bouche, les moustaches de Papa Beaubois, qui a été, je vais faire engueuler, qui a été embarqué. Et donc vous voyez l'idée. Donc on peut, en fait, on met ce qu'on veut dans cette texture. Tout dépend des intentions du réalisateur, des équipes artistiques. Voilà. Et maintenant vient le stress test. Donc là, on a 10 Oli qui ont chacune une render target qui leur est propre. Alors, c'était encore une phase intermédiaire. Avant qu'on ne fasse que les yeux, on avait une étape intermédiaire où on essayait avec un masque. Un masque qui recouvrait en fait le visage d'Oli, qui n'était pas encore que les yeux. Mais passons. On a 10 Oli qui ont 10 render target qui sont toutes calculées à la volée. On est dans le viewport. 4K par render target. Et là, on était content d'avoir investi dans une 4090. Autrement, voilà, on avait un bel écran bleu Windows. Et il y a autre chose qui est intéressant. Par contre, c'est le matériau. Voilà, en l'occurrence, c'est le même. Ils utilisaient à chaque fois, c'était la même instance, mais qui utilisait une render target différente. Par contre, l'instance, si vous regardez, on a la possibilité de changer à la volée la couleur des objets, parce que les objets qui sont filmés à la volée, ils ont leur propre matériau, en unlit, évidemment. C'est-à-dire qu'ils reçoivent aucune lumière, ils sont juste en émission de couleur. On a la possibilité de le changer, cette couleur. Donc, si on la change, on a la possibilité de changer ce qui va être reprojeté sur le personnage, sur ici, Oli en l'occurrence. Donc là, par exemple, on lui donne un regard de zombie, ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être changé, ça peut être même affiner la DA, si à un moment, il y a une modification de dernière minute à faire sur les yeux, sur les pupilles, sur les iris, tout ça, on peut le faire. Donc voilà, ça c'est pour la partie stress test. On est dans une scène standard Unreal. La même chose, donc toujours en temps réel dans le viewport. Ah non, il veut pas. Attends, il faut revenir en arrière, je crois. Allez, ok. Toujours dans le viewport, et il fallait faire le test jusqu'à l'image calculée pour s'assurer que ça allait tenir la route avec. Même si c'est le même personnage, c'est pas le même. Enfin, on va faire en sorte à ce moment-là d'avoir vraiment des personnages
from scratch différents. Parce que j'avais juste l'échantillon de Oli, mais il fallait s'assurer que ce soit from scratch, un personnage différent, une render target différente. Charger la mule, c'était du 4K, sachant que dans la plupart des cas, on est en 2K, parce que c'était overkill pour le stress test, mais en réalité, on est en 2K, à moins d'avoir un gros plan. 2K, ça suffisait largement, donc on savait qu'on a été au-dessus de ce qui était possible en rendu final. Rendu viewport, et même dans le viewport, ça tenait, avec une 4090. Donc Nina, c'est un cas particulier. Nina, elle a toujours le système des yeux, mais en plus, elle a la bouche qui a été designée, dessinée à l'avance, avec 32, 36 positions, je ne sais plus, enfin en tout cas une trentaine de positions, qui étaient appelées par un script depuis le sequencer. Et ces appels de position de bouche faisaient appel à la bonne texture de bouche qui permettait d'être bien calé sur l'animation, tout en ayant aussi le système dont je vous ai parlé avant. Et si vous regardez d'ailleurs, le choix a été fait de lui laisser une certaine brillance. Donc là, on avait la possibilité voilà, d'avoir de la roughness comme on voulait, mais non pas parce que c'était subi, mais parce que c'était un choix artistique. Voilà. Enfin, la validation des animations faciales. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais on a fait ça pour tous les personnages. On les a fait un peu tourner aussi. Et puis bon, bah voilà, ça fonctionnait et du coup, ça a permis aussi surtout des typologies de personnages différents. C'était l'avantage de la chose. Donc, une grande souplesse qu'on ne regrette pas d'avoir donnée au projet. Alors, j'aimerais aussi maintenant faire un petit pas de côté par rapport à la série. Parce que la série propose une philosophie qui me plaît beaucoup. C'est elle est destinée aux enfants, et c'est celle qui consiste à développer intensément l'imaginaire des enfants. Là, en l'occurrence, par exemple, il y a un épisode qui est un tutoriel pour recréer, refabriquer l'univers des Minus, avec des petits des bouchons, du plastique, des morceaux, de la récupération de petits objets. Pour ceux qui connaissent la ref, c'est une philosophie qui a été partagée notamment par Michel Gondry, toujours autour de cet état d'esprit d'imaginaire. Pour ceux qui ont vu le film, soyez sympas, rembobinez. On parle de films fabriqués avec 3 bouts de ficelle. Les films suédés, les Sweded movies. C'est génial. Si vous avez l'occasion de le voir, honnêtement, je le recommande. Pourquoi ? Parce que c'est réellement une manière de véhiculer l'âme d'un projet, développer l'imaginaire, développer, là il s'agit d'un vidéoclub qui va mourir et tout le quartier est mobilisé sur le vidéoclub. Et à partir de là, certains font je ne veux pas trop spoiler, mais certains font des Sweden movies. Mais il y a vraiment une très belle philosophie développée tout ça, ce film. Et la série de Miam reprend cette philosophie. Et ça me touche d'autant plus. Je suis ravi d'avoir intervenu sur le projet que j'ai eu mon père qui est plus de ce monde, qui nous a quittés il y a un an à peu près, qui avait lancé le magazine Jeunes Années, donc un style graphique un peu naïf des années 70. Mais c'était déjà ça, c'était avant l'arrivée du jouet en plastique. On fabriquait tout de A à Z par soi-même avec des objets. Et en fait, je pense que c'est important aussi de revenir sur le fond, parce que c'est comme ça que la série a été fabriquée aussi. C'est en réfléchissant à ce dont on dispose. On avait une boîte à outils, on a fabriqué tout un tas de choses en se référant à des principes traditionnels, et ça fonctionne, et ça permet d'aller très loin, ça donne des idées, et ces idées, elles viennent d'un état d'esprit. Cet état d'esprit, il est véhiculé par la série. Donc voilà, le bon développement de l'imagination, de l'intelligence d'un enfant nécessite non pas de consommer de manière passive, mais de faire. Et en fait, c'est ça, c'est que à l'issue de la série, je pense qu'on peut
on peut être fier du message véhiculé. Alors oui, c'est Jungler qui a fait l'anime, et puis pour le reste... Donc Jungler a fait toute l'anime sauf les FX. Tout ce que vous voyez en FX, les petites fumées derrière, c'est animé dans Unreal directement, c'est du Niagara. Et concernant la méthode exacte de chez Jungler, il faudrait demander à Jungler, parce que moi je ne l'ai pas. Enfin, on a les outils, mais je n'ai pas cherché à fouiller dedans. Donc, et ça marche que en script, il n'y a pas de truc plus. Par contre, ça soulève un point intéressant, c'est au niveau du rendu, n'est-ce pas? Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait vraiment des problématiques qui ont été soulevées. C'est le fait qu'on avait un moteur, Lumen, qui se lisse sur le temporel, donc c'est-à-dire c'est vraiment l'enchaînement d'images qui va permettre des choses au rendu sous Lumen, mais que si on jouait à ça avec les personnages animés, plus l'animation temps réel, les under target et tout ça, ça bavait de partout. Okay. Du coup, on a été obligé, à force de chercher des sivars qui correspondaient bien. Je rappelle quand même qu'il y en a 6000, 8000 dans Unreal. Et pour le rendu, il y en a 2000, je crois, quelque chose comme ça. Il fallait lisser un maximum, toujours en temporel, mais forcer les refresh des lumières, des shadows. C'était un casse-tête et c'était vraiment des tests, avancer, voir ce qui était permis, rendu, et puis on arrivait finalement à trouver le bon paramètre de Lumen qui permettait de gommer tous les ghosting effects. Et ça, c'était un moment assez long. Voilà. Pardon, les sivars. Les sivars, en gros, c'est les lignes de code qui vont être rajoutées au niveau du rendu, notamment. On peut les mettre dans le viewport, mais on peut les mettre au niveau du rendu, contraindre le moteur, je dis n'importe quoi, à clamper par exemple, avoir un maximum de textures qui ne dépasseront pas 512 pixels. Voilà. Par exemple, on peut poser au moteur qu'au moment du rendu, on a 512 pixels. C'est des paramètres qui souvent sont dans les moteurs de rendu. Il y a des profils. Dans les anciens, je pense à Véret et autres, dans les anciens pipes, il y a des profils, c'est-à-dire qu'on peut rendre en basse définition, médium, haute. Il y a aussi des lignes de rendu, des lignes de commande. Mais là, disons qu'on en fait un peu plus à la main. Et ce n'est pas des cases à cocher, ce n'est pas des profils, c'est des choses qu'on va lui demander, le contraindre au moment du rendu. Des lignes de code qu'on rentre dans le moment du rendu. Et c'est des paquets, ces paquets, on peut les ordonner un peu, et voilà. Pour avoir des... D'ailleurs, j'en profite aussi parce que ces mêmes sivars permettaient, on ne l'a pas trop exploité pendant la production, un peu quand même, c'est que ça permettait d'avoir plusieurs environnements de travail. C'est-à-dire que ces mêmes sivars, comme tout le monde n'était pas sous 4090, ça permettait que s'il fallait un maximum de fluidité dans la scène, on cassait les ombres, tout ce qui était gourmand, les restes et autres, et on avait une série de sivars qui nous faisait un profil de viewport light pour l'animation, pour le layout. Et à l'inverse, pour le supervisé par Camille, qui n'est pas là ce soir, ça lui permettait d'avoir une meilleure qualité de rendu, et du coup on augmente les qualités. Donc vraiment les sivars, c'est un incontournable dans Unreal. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Bonsoir. Je voulais savoir, niveau... en fait, vous avez parlé de contraintes d'un point de vue temps graphiste. Donc il y a eu pas mal de temps graphiste pour trouver les bons paramètres de sivar, etc. Mettre en place toute cette partie pipeline de 2D vers Unreal. Est-ce que vous avez des datas par rapport à combien de temps vous a fait gagner du temps d'être en temps réel plutôt que être par exemple dans Maya, puisque toute l'animation se faisait dans Maya, donc même pas de back du temps réel, en soi c'était dans Maya. Et est-ce que vous avez vraiment eu un gain d'un point de vue, ok on est dans Unreal, gagne du temps de rendu par rapport au temps graphiste? Est-ce que vous avez... Voilà. Alors, le ratio exact, je ne saurais pas dire. Par contre, ce que je sais, c'est que la dimension artistique était beaucoup plus large. C'est-à-dire que vraiment, on avait énormément de preview du résultat final très vite. Du coup, ça donnait des idées que du coup, ça permettait de passer vraiment plus de temps sur l'image. Après, sur les détails, je sais que Jex a peut-être plus d'informations entre les deux et avec les équipes Maya notamment. Donc,
Joker. Alors, outre le temps de rendu qui est évidemment plus rapide qu'un moteur qui serait intégré à Maya, c'est surtout que le layout a été fait aussi dans Unreal. Du coup, les gens qui font le layout ont déjà la lumière quasi définitive. Donc, il n'y a pas de problème de lighting une fois que le personnage a été... On retourne le personnage parce que ça nous arrange pour faire un plan, mais on s'aperçoit que la lumière ne correspond pas et on s'en aperçoit tout de suite. Nous, à refaire tout un éclairage pour que ça marche. Alors évidemment, il y avait de l'éclairage ponctuel. Tous les endroits du décor ne sont pas super éclairés. Et donc, pour des plans particuliers où ils sont planqués dans des coins, ce qu'on ne voit pas trop ici, on vient rajouter de la lumière. Mais c'est très rapide à calculer. On calcule en moyenne entre 6 et 10 images par minute pour les plans lourds. On pouvait monter jusqu'à 30 images par minute. Parfois, on rendait des plans en 4 pour avoir un anti-aliasing supérieur. Donc le gain, déjà le gain c'est simple, hein. On a calculé de la série entière sur 6 machines en moyenne. Voilà. Quand tu rends un épisode, tu le rends au moins 2 ou 3 fois. Donc 900 000 images x 3. Voilà. Et on l'a fait avec 3 graphistes rendus, 6 machines et beaucoup de brainstorming évidemment. Mais, Donc c'est vraiment niveau en fait la partie lighting qui était intéressante. Est-ce que dans les autres départements, il y a eu une aide? Le layout, comme je dis, après le facial, parce que le fait que ça soit du render target, c'est un truc qui est inhérent au temps réel. Du coup, il a fallu trouver la méthode pour utiliser cette fonction, mais la fonction existe. Il y a un intérêt commercial, c'est qu'on n'achète pas des machines, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, on peut faire les choses au plan, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits dans la série, ça se passe dans un grenier. Donc, évidemment, tout le grenier n'est pas équipé de plein d'objets partout. Et il y a plein d'endroits où on a décidé d'animer à un moment, et il a fallu rajouter des petits set dress partout. Mais ça, on peut les faire à la fin. C'est-à-dire qu'on peut savoir, on peut faire l'anime, et puis quand on regarde le plan, on se dit, tiens, si je mettais des petits boulons qui sont tombés, machin, hop, un peu de simulation, on colle des boulons dans un truc, et on re-rend le truc, on re le plan, ça prend 2 heures, et le plan est rendu, ou 1 heure s'il n'est pas trop long. Donc c'est très itératif. Jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la fin, on rajoute des trucs. Merci. Déjà, félicitations pour la série parce qu'il y a beaucoup de choses positives à l'intérieur. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vous managez les fichiers entre les différents départements. Parce qu'avec l'approche que vous avez, avec l'approche que vous avez eue, je pense qu'il y a eu beaucoup de fichiers qui ont dû circuler jusqu'à la fin de la production. Alors, la passerelle entre l'anime et le rendu, c'est le VX. Il y a plein de gens qui nous ont dit faites de l'ABC, d'alambic, mais l'alambic ça nous allait pas. Trop de streamer du polygone par million, ça marche pas. Donc essentiellement c'est du FBX, même si Unreal c'est pas terrible pour le FBX, faut quand même admettre. Il garde pas les pivots, donc c'est très pratique. Surtout si on fait un décor où, là ce qu'on voit pas trop dans les décors, mais si vous avez vu à un moment il y a un magasin avec plein d'objets partout. Tous les objets ont été fabriqués un par un, c'est pas le décor qui a été fabriqué en une pièce. Parce qu'en fait, comme on réutilise chaque objet dans des constructions, évidemment, c'est le seul épisode où il n'y a pas de construction, parce qu'au début, on n'en mettait pas partout. Chaque objet est amené à construire quelque chose d'autre. Donc chaque objet est un asset séparé, et le décor est fait intégralement, sauf cas particulier, comme la maison de Bella que vous avez vu au début, dans Maya. Et sinon, tout est un assemblage d'assets fait directement dans Unreal. Donc là, évidemment, les points de pivot, c'est pas un problème. C'est un problème quand c'est la maison de Bella avec des portes qui s'ouvrent, des placards, etc., et qu'on fabrique tout dans Maya, et que quand on l'importe à sa place dans Unreal, il y a un point de pivot qui est au centre du monde. Voilà, donc là, on a développé des choses dans Maya pour récupérer les transfos dans des JSON, réexporter, relire et remettre tout à la bonne place. Donc essentiellement, c'est du FBX. Si ça couvre la question. Et Master Shader, comme vous avez dit, il est par défaut dans Unreal ou c'est vous qui l'avez? Master Shader, c'est lui. C'est le Shader Master qui a fait le Master Shader. Oui, c'est ça. C'est à la fois des solutions qui marchent déjà et puis du développement propre au Master Shader. Et il y a aussi un autre aspect que tu as développé, c'est le fait que ce soit assemblé avec plein de petits objets, c'est que ça répondait en fait aussi aux exigences de Nanite. C'est que tout le projet est nanité, si on peut dire, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité d'avoir beaucoup de polygones. Et ça restera fluide par ce procédé, mais ça impose en fait d'avoir des assemblages de petits objets. Autrement, si vous avez un gros objet, une grosse maquette avec Nanite, essayez, vous verrez, vous la cabossez. Voilà. Bonsoir, déjà bravo, c'est très joli, c'est un très beau produit, c'est très agréable à regarder. J'avais une question à propos de l'animation.
Donc j'ai entendu que c'est fait sur Maya. Quel est le frein encore actuellement pour laquelle vous n'avez pas animé dans Unreal directement? Je vais répondre. Bah ouais. Les outils d'animation de Unreal sont censés arriver plus ou moins maintenant, plus ou moins bientôt. À l'époque où on a commencé, c'est-à-dire 2022, on pouvait faire des proto-rigs, des trucs qui fonctionnent, mais on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Donc, et surtout, on bosse avec Jungler. C'est un partenaire avec qui on bosse déjà sur Edmond et Lucie. Là, on fait Edmond et Lucie 2 avec eux aussi, mais on les a aidés déjà. Enfin, ils ont accepté de bosser sur Unreal. Donc déjà, c'était de leur part du développement, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et il y a un intérêt aussi, un intérêt pour tout le monde, c'est-à-dire que maintenant, ils savent faire du Unreal. Ça, c'est pas mal. Et puis, mais faire de l'anime pur, il n'y avait pas... c'est pas possible pour un studio d'anime qui a déjà un pipeline qui fonctionne bien, qui a déjà ses outils, de faire table rase de tous ces outils pour refaire la même chose dans Unreal, pour l'instant. Et on ne désespère pas que d'ici 2-3 ans, 4 ans, on ne puisse ne pas sortir de Unreal. Mais bon, sauf si on a envie de bosser avec Jungler. Ouais. Moi, j'avais juste une question par rapport à ce que vous avez dit précédemment. Tout a été rendu sur 6 machines. Et vous parlez de 4090 et d'autres, des 3000, des 2000, etc. Et je voulais savoir si en fait tout avait été rendu. Les 6 personnes qui étaient au rendu, lighting, etc. sont sur des 4090 ou est-ce qu'il y avait une disparité de machines et que du coup vous avez organisé les plans en fonction de cette disparité de machines? Parce que tu avais l'air de parler un peu de ça tout à l'heure et je n'étais pas sûr d'avoir... Alors, ce que je comprends, c'est Jex. Tiens. Alors en fait, on avait 8 machines en 4090. Il y en avait une qui était réservée à la R&D, une qui était réservée... on avait deux TD, qui fait que les machines n'étaient pas forcément en calcul parce que nous, on avait des choses sur nos machines qui n'est... En fait, les projets sont très lourds. Chaque épisode dans le projet Unreal fait à peu près 250 gigas. Donc il y a 52 épisodes. On ne peut pas avoir tout sur la machine en même temps. Quand on bosse à l'avance sur les épisodes, c'est les épisodes qui ne sont pas rendus à ce moment-là. Donc il y a des machines qui étaient hors ferme de rendu, on va dire qu'on faisait une ferme de rendu. Mais ces 8 machines, c'est des machines graphistes. Donc en fait, elles n'étaient employées que la nuit. Donc ça a été rendu en moyenne sur 6 machines, mais la nuit. C'est pas toute la journée. Parce que la journée, les gens bossent dessus. Et il y avait 3 personnes au rendu plus un sup. Et puis c'est tout pour le rendu. Voilà. Alors, déjà bravo encore. Et j'ai une question. Vous avez évoqué tout à l'heure au début qu'il y avait un problème parce que dans le rendu de la caméra c'est 25 images par seconde et le personnage c'est à 12. Oui. Donc je veux bien savoir c'est quoi le problème que vous avez dit. Le problème, alors un petit peu évoqué ensuite. Alors moi j'en ai eu un au rendu. Je sais qu'en animation ils en ont eu un aussi, mais les deux étaient corrélés en fait. C'est que je leur ai imposé de la frame, du temporal, c'est-à-dire vraiment de l'enchaînement d'images au rendu pour rendre possible le rendu lumen. Et que du coup, ça créait certains conflits avec l'animation et notamment les blend shapes, les morph target. Sauf que au rendu, j'avais aussi le problème des rafraîchissements de light et d'ombre et lumen. En fait, la globale aussi était affectée. Enfin, tout était affecté. C'est vraiment deux environnements qui ont leurs propres contraintes et leurs propres nécessités qui se rencontrent et qui n'ont pas du tout la même façon de fonctionner. Soit on est saccadé pixie, soit on est fluide à 25 fps. Et en plus de ça, on pourrait imaginer qu'on fait une image sur 2, entre 12 et 24. Mais non, parce qu'on est entre 2 frames, entre 12 et 25. Donc on est vraiment, il y avait des histoires assez précises de rafraîchissement imposé pour ne pas baver et en même temps garder cette histoire de temporal. Je ne sais pas si tu veux dire un mot par rapport au blend shape, mais Sur les problèmes techniques, ouais, si tu veux sur les. Ouais, donc pourquoi on a fait une caméra à 25 images secondes? C'est pour éviter que quand on regarde sur un écran comme ça, on soit aveugle au bout de quelques secondes. Mais on voulait un effet stop motion. Donc effectivement, c'est du 12 images secondes pour les persos, mais c'est du 25 pour la fluidité, pour être apaisé, et surtout parce qu'on fait de la série télé, et que si on fait de la série télé, on doit pouvoir le vendre à l'export, parce qu'on est aussi une boîte où on vend nos programmes dans le monde entier. Et dans une bonne partie du monde, il y a ce qu'on appelle les tests d'épilepsie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
il faut que votre show il soit validé sur un test d'épilepsie. Donc si on a la caméra qui strobe, les personnages qui strobent, etc., ça peut ne pas passer. J'ai déjà bossé sur des prods où il fallait refaire 10, 15, 20 plans par pour que ça passe. Et si vous n'avez pas ce certificat, on ne peut pas le vendre au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Ce qui est un problème, évidemment. Du coup, 25 images secondes pour que ça soit fluide, 12 images secondes pour les persos pour que ça soit sympa. Mais donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une accumulation sur un personnage qui reste sur place pendant une frame? Et ben, la shadow continue à s'accumuler, l'ambient occlusion continue à s'accumuler. Donc, on a un personnage qui fait noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Donc, il nous a dépatouillé le truc parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Ça a généré d'autres problèmes. C'est-à-dire que la méthode qu'il a trouvée a créé un décalage dans l'affichage des blends. On ne sait pas pourquoi. On n'a toujours pas compris pourquoi. On a résolu le problème, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ce qui fait que, après cette méthode, à chaque fois qu'on était sur une frame où le personnage ne bougeait pas, toutes les blend shapes revenaient à zéro. Donc on avait des blend shapes pour les coudes, pour les genoux, et les personnages popaient. Pas terrible. Et il y avait un deuxième effet de bord qui était que l'animation des FX qui, eux, étaient dans Unreal, se trouvait décalée d'une frame par rapport au reste. Donc on se retrouvait à avoir le FX qui bouge au moment où le personnage ne bouge pas. Problématique. Donc on a trouvé la solution. Je pourrais vous expliquer pourquoi ça marche. C'est du hasard total, mais ça marche à chaque fois. Donc, du hasard heureux, on va dire. Et vous aviez échangé avec Epic à ce moment-là, sauf erreur, qui était largué. Ouais. Ouais, c'était assez particulier. Ouais. Attends. Juste pour ajouter à ce problème-là, il y a aussi ce problème qu'on rencontre déjà sur les films stop motion. Quand on avait des travelling, etc., on les tournait en 25 images pour les mêmes, enfin 24 images, mais pour les mêmes problèmes de fluidité, etc. Mais dès que tu as un travelling, tu vas aussi récupérer un problème du personnage qui reste sur place pendant 2 frames, alors que la caméra, elle continue à avancer. Donc en fait, notamment sur des mouvements latéraux, il y a des problèmes de strobe qui sont pas du tout agréables à l'œil et qui provoquent notamment chez certaines personnes les crises d'épilepsie dont tu parlais. Ah oui. Et là, on est dans le monde réel. Ouais. Hop. Alors, d'abord au fond. C'était juste pour demander par rapport au moment du test. Vous avez dit que vous faisiez des tests avec du coup 10 personnages qui étaient animés. Qu'est-ce qui et que en gros plus ça pétait Unreal qu'est-ce qui causait en fait que ce soit aussi instable? Est-ce que l'animation soit été gourmande ou c'était pas instable. Okay. Mais en fait on devait le vérifier. Ça aurait pu être lourd simplement. C'est que quand tu génères une dizaine de render de textures en fait à la volée en 4K de cette manière-là, sauf erreur, mais je n'ai même pas attendu de rencontrer des problèmes parce que ça ramait déjà plus ou moins quand je faisais le max plus la color x10, ça aurait créé 20 render target 4K générés à la volée. Et parce que tout ça, mine de rien, c'est aussi de l'animation. Là, pour le coup, on est en alambic. À ce moment-là, on a du pour les yeux. Hein. C'est vraiment le particulier où on utilisait l'alambic, qui est assez sur le rig des yeux. Bon bah non, en fait, je dis une bêtise. Faut vraiment que je te laisse parler de l'anime parce que c'est une catastrophe. Et en fait, non mais en tout cas, non mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'était lourd. C'est-à-dire que au bout d'une dizaine de personnages, c'était super lourd à jouer à la volée. Et si en plus on lui demandait donc d'écrire sur des render target 4K, et que c'était x2, enfin x20 du coup, on a réduit à 10. Voilà. Je crois qu'il y a une question par là. Ouais, vas-y, si tu peux faire passer le micro. Ce sera la dernière question. Du coup, j'en ai 2. Pardon ? J'en ai 2 du coup. Ah voilà. La première, c'est juste pour bien comprendre la techno des yeux. En fait, donc les yeux étaient animés par Jungler sur Maya, enfin sur un soft tier, et ensuite exportés dans Unreal. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire un peu plus ? Oui, c'est ça, c'est que les plans étaient animés. Les plans étaient animés dans Maya, envoyés dans Unreal, et depuis Unreal, ils étaient filmés à la volée, image par image, raccord avec l'animation des personnages. Ça signifie que l'animation des plans était synchronisée avec l'animation des personnages pour que, au moment où je dis n'importe quoi, un plan va fermer la paupière et que le personnage bouge la tête à la morph target, la blend shape morph target qui correspond, il va bien fermer la bonne paupière, que ce soit la bonne expression, tout était synchronisé. Et en fait, c'était joué
est filmé à la volée et réincrusté à la volée. Ok, d'accord. Dans la texture. D'accord. Et c'était vraiment des textures qui étaient exportées depuis Maya en fait, ou c'était des bouts de, Au de début, géométrie c'était des textures d'accord. exportées depuis Maya parce qu'elles étaient rendues sous Maya. Ok. Mais rendu là, il était fait à la volée dans Unreal et réinjecté dans le matériau du personnage à la volée. Donc il n'y avait plus de rendu intermédiaire. Ok. Il y avait l'écriture de la render target, d'où le stress test dont on a parlé avant. Ok. Très joliment dit. Je disais, c'était un rig 2D ennemi FBX compatible, si on a bien. Du coup, ma deuxième question, j'ai l'impression qu'il y a du R. Du coup, vous avez du R dans la série. Comment ça s'est passé? Je ne vais pas attarder dessus, mais c'était un peu compliqué des fois parce qu'on avait des. Alors, on est en voxel. On a eu un phénomène propre à l'humaine qui fait que si par exemple le crâne était le même que celui de Kevin, c'est-à-dire avec une vraie couleur, et ben, il renvoyait de la lumière, et ça c'était sans mauvais jeu de mots, ça arrachait les cheveux. Ça c'est fait. Ce qui signifie qu'on a dû, en fait, il y a eu plusieurs choses. Alors ça, c'est au niveau du rendu. On a dû assombrir, en fait, toute la calotte du crâne de chaque personnage pour qu'il ait le renvoi de lumière, parce qu'autrement, le système de cheveux d'Unreal ne voulait rien savoir. On avait un effet bougie, en fait. Et on a beau retourner toutes les civards dans tous les sens, on n'arrivait pas à le killer, sauf à assombrir vraiment ce qui se passait en dessous. En fait, il y a deux choses. Il y a les cheveux, il y a la calotte crânienne, des cheveux pour certains personnages qui sont des cheveux boudins, qui sont vraiment du volume, et des cheveux fur, enfin, air strand. En fait, on utilisait le voxel pour la circulation humaine. Et il y avait un autre problème, c'est que les voxels, en fait, quand on avait deux personnes, en fait, les voxels, ils marchent par boîte. J'ai eu un trauma aussi. Tu as eu un trauma par rapport à ça. Quand tu as deux persos qui s'éloignent vachement, ça commence à faire un peu n'importe quoi. Du coup, quand ils étaient loin, ce qu'on faisait, on désactivait les cheveux parfois. Et il restait que les boudins, mais ça se voit pas. Voilà, oui, c'est un peu l'enfer. Mais bon, oui, je vois. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, je vous remercie. Et puis, pour ceux qui veulent voir la série, c'est à partir de samedi sur Canal+ Kids, pour vos enfants, pour ceux qui en ont, voilà. Ou les grands enfants, comme nous. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. On va juste au bout. Waouh. Pardon. On vous retient juste encore 2 minutes, juste pour des petites annonces, on va dire, qu'on a par rapport à l'association. D'une part, certains d'entre vous le savent, mais on a lancé un podcast, on a fait un pilote de ce podcast en juin, et là on va en tourner plusieurs autres très bientôt, donc vous allez être au courant de tout ça. Le podcast s'appelle Générique, et le but c'est de poser des questions génériques aux gens qui sont génériques. Donc à chaque fois, voilà, on va un peu les voir, on parle un peu de tout ça. Et notamment, il y en a un qui sera tourné en public, c'est pour ça qu'on vous en parle, le 11 décembre, à la Cinémathèque française, dans le cadre de l'exposition Orson Welles. Et voilà, qui aura pour thème la première œuvre, l'œuvre d'une vie. Donc ce sera bien. Voilà. Donc on vous en reparlera, mais ouais, l'idée c'est qu'il y ait du monde. C'est un peu l'idée. Voilà. Et autre chose, c'est que là, ça fait 3 ans qu'on fait ça tous ensemble. C'est la 3e saison de Level Up. Et on est structuré en association depuis un peu plus d'1 an. Et pour pouvoir offrir tout ça gratuitement et le Power Up qui va arriver bientôt en décembre, si on n'a pas la date officielle, mais réservez quand même votre 18 décembre. Globalement, enfin voilà, du coup, en fait, l'idée, c'est que nous, pour que l'association, malgré tout, elle a explosé de ouf. Pour que tout ça ait du poids, en fait, on a besoin de vous et de tout le monde. Donc, on a besoin de vous sur 2 points. Il y a évidemment une ressource qui est juste financière, parce que tout ça, on le fait juste nous. Donc là, il y a le flash talk vers le QR code vers le Ko-fi. Donc, vous pouvez juste le flasher et filer un peu. Et genre, 10 €, payez-nous une bière. Genre, voilà, juste ça, ce sera énorme. Et surtout, si vous le faites
En fait, nous, on vous enverra une fiche d'inscription derrière qui n'engage à rien à part à devenir membre bienfaiteur de l'association. Ce qui permet, c'est juste des stats, de faire monter le nombre de membres à l'association et donc d'avoir un poids pour nous politiques pour aller chercher des subs, des sponsors privés comme le Novo, etc. Parce qu'ils savent que du coup, l'association, elle a une influence auprès des gens. Et on travaille aussi à être reconnu comme association d'intérêt général, puisque le but de l'association, c'est d'apporter du savoir aux gens gratuitement. Et donc, voilà, que du coup, ces dons-là, même, ça se trouve, moi en plus, ils sont défiscalisés. Voilà. Hein, c'est pas le QR code? Eh ben, c'est pas le bon qu'il a mis. Voilà, bravo! Oh, l'échec total! Pas grave, on le remettra sur LinkedIn. On le remettra sur LinkedIn. Voilà, ben on le remettra sur LinkedIn. Mais en tout cas, on voulait vous parler un peu de tout ça, parce que forcément là, le Power Up arrive. Donc le Power Up, je le rappelle, en décembre, en fait, on fait 2 Power Up par an. En décembre, souvent c'est à Cap Digital, je pense que ce sera encore sûrement cette année. C'est pas une conférence, mais 3 conférences, avec pareil, un pot, etc. Mais donc là, il y a vraiment 3 heures de sur des choses qui vont être un peu plus... on va pouvoir pousser un peu plus des sujets. Et il y a un autre qui a lieu en juin, dans le cadre du Festival d'Annecy, sur le MIFA Campus. Voilà. Et bonne soirée à tous.